Bonjour tout le monde, c'est éclairé par le soleil méditerranéen de la péninsule grecque que je vous parle aujourd'hui. Alors, on va traiter dans cette capsule de la civilisation grecque, une civilisation fascinante, une civilisation dite classique parmi les civilisations de l'Antiquité. Alors, mon nom est Guillaume Brodenken, ça fait plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle capsule. L'objet de cette capsule sera la Grèce archaïque. Je reviens dans un instant. Essentiellement, c'est une période de l'histoire de la civilisation grecque durant l'Antiquité. Donc, on peut parler de la Grèce archaïque, mais avant de se faire, on va la présenter un petit peu, cette civilisation grecque qui est fort passionnante. Et pour bien comprendre, la Grèce avec Rome, c'est une des deux civilisations qu'on qualifie de classiques durant la période de l'Antiquité. Elles vont avoir une résonance, une influence tout à fait particulière, ces deux civilisations-là. On commence par la première, la civilisation grecque. Et ben, pour ce faire, il faut un peu s'immerger, rêver, hein, alors que l'automne est à nos trousses. Ben, on n'a qu'à se réfugier dans l'image que vous voyez devant vous, hein, une mer bleue azur, des petites maisons à la chaux, donc toutes blanches, des montagnes à perte de vue, ben on est en Grèce, hein, on ne s'y trompe pas. Le cadre géographique qui va beaucoup influencer nos civilisations, particulièrement la civilisation grecque et les civilisations de l'Antiquité, hein, qui sont modelées par leur environnement immédiat. Si j'ai à vous parler de la Grèce, première chose que je dois vous dire, c'est qu'on est en présence d'une civilisation de la mer. La Grèce est une péninsule, une lande de terre qui se prolonge dans la mer, qui en est entourée mais qui est reliée au continent. Et la Grèce, ben, elle est entourée à peu près où qu'on soit en Grèce, encore aujourd'hui, la mer est jamais très loin. Il y a la mer Égée qui agit un petit peu comme une mer intérieure. Bien sûr, au sud de la péninsule grecque, on retrouve la mer Méditerranée. Et que ce soit au sud ou à l'intérieur de la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie, ben, on a des milliers d'îles. Plusieurs de ces îles-là sont des îlots rocheux, tout petits, mais plusieurs sont aussi des îles qui sont habitées depuis des milliers d'années. Certaines sont très grandes. On pense à la Crète, dont on a déjà parlé. On pense par exemple à l'île de Lesbos, qui est gigantesque. Bref, on a une civilisation maritime devant nous. Il faut s'en rendre compte. Sa géographie à la Grèce va faire en sorte, d'une certaine manière, qu'elle va être un peu poussée à être ouverte sur les autres, ouverte sur l'extérieur un petit peu dès le départ. Deuxième caractéristique de la géographie grecque, ben, c'est son relief qui est accidenté. C'est une péninsule, mais c'est une péninsule qui est montagneuse. Donc, on n'est pas sur le planche, là. On n'est pas en Saskatchewan où on voit des champs à perte de vue. Il y a des montagnes partout. C'est très accidenté. Ça va un peu définir le tempérament de nos Grecs, ça, ce relief accidenté-là. Pourquoi? D'abord, beaucoup de montagnes, donc les communications sont difficiles d'une cité-État à l'autre. Ça fait en sorte que les communications sont laborieuses, même si à vol d'oiseau on est à quelques dizaines de kilomètres de distance. S'il y a une montagne entre les deux, ça se peut que deux cités-États aient à peu près aucun contact l'une l'autre. Euh, donc, j'en ai parlé. Euh, le territoire grec est parsemé de plusieurs cités-États. Donc, j'y reviendrai sur le concept de cité-État, mais donc, il n'y a pas une grande unité, il y a plusieurs villes qui se développent de façon indépendante en raison du relief accidenté. Aussi, ça fait en sorte que il y a quand même assez peu de terres cultivables si on compare la civilisation grecque aux civilisations fluviales de l'Antiquité dont on a déjà parlé. On pense à l'Égypte, on pense à la Mésopotamie où il y a des très bonnes terres agricoles. Il y a des terres agricoles en Grèce, assurément, mais il y en a moins et elles sont un peu moins bonnes que celles qu'on retrouve ailleurs. Quand on parle du foyer d'origine de la civilisation grecque, ben vous l'avez sous les yeux. Vous avez la péninsule grecque ici avec Athènes. Vous avez ici la péninsule du Péloponnèse dans la péninsule grecque. Hein. Il y a le tout petit isthme de Corinthe qui relie le Péloponnèse au reste du continent. À l'œil, on pourrait croire rapidement qu'il s'agit d'une île, mais non, c'est une péninsule. Vous avez cette mer Égée, ici présente, qui est une mer peu profonde et moins violente que ne l'est la mer Méditerranée, qu'on trouve entre la Grèce d'aujourd'hui et la Turquie d'aujourd'hui. Mais à l'époque, du côté turc, on est aussi
c'est en culture grecque, hein, quand on parle de Troie, Smyrne, Éphèse, Milet, on est dans le monde grec à l'époque. Milliers d'îles, donc Lesbos dont je parlais tout à l'heure, Chios, Samos, Naxos, Délos, des îles importantes dans le monde grec. Dans le temps, quand on parle de la Grèce antique, il y a plusieurs sous-périodes. Je m'intéresse à deux, les deux plus importantes. La première de ces périodes-là, c'est celle dont on traite aujourd'hui, c'est la Grèce archaïque. La Grèce archaïque s'étend de 800 à peu près avant Jésus-Christ jusqu'en 480 avant Jésus-Christ, alors que la période classique, elle, se déroule de 480 avant Jésus-Christ jusqu'à 323, c'est-à-dire la période d'Alexandre le Grand. On en parlait tout à l'heure, l'unité de base du monde grec. Hein, vous avez vu, on est passé des ruines à une représentation de ce à quoi devait ressembler la cité-État d'Athènes. La cité-État, c'est l'unité de base du monde grec. La Grèce est organisée en fonction de ces cités-États. Une cité-État, c'est une ville qui a tous les attributs d'un pays, d'un État souverain. Nous, on voyage, on dit qu'on est québécois, qu'on est canadien, quand on voyage dans le monde. À l'époque, c'était pas du tout la façon dont les gens abordaient leur identité. Les Grecs de l'Antiquité se définissaient comme étant des Spartiates, comme étant des Athéniens, comme étant des Corinthiens. Bref, c'est la ville qui crée le sentiment d'appartenance, même si dans l'ensemble de ces villes-là, on parle le grec ancien et on honore les dieux du même panthéon. Certains ont plus d'importance que d'autres, plus d'importance, dis-je, que d'autres, mais on est là-dedans. La cité-État, on en retrouve une panoplie, hein, il y en a partout dans le monde grec. Qu'est-ce qu'une cité-État? Ben, c'est une petite ville, la plus populeuse sera Athènes, hein, on estime à quelques centaines de milliers de personnes. Mais sinon, c'est quelques dizaines de milliers. Souvent, elle est construite sur le même patron, la cité-État grecque de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'elle est construite sur une acropole. Qu'est-ce qu'une acropole? C'est une colline. Hein, c'est une ville haute, étymologiquement acro et pôle mis ensemble, hein, acropolis, ça veut dire ville haute, en hauteur. Cette acropole-là, souvent, on va avoir un usage de sanctuaire religieux. C'est là qu'on va construire les temples en l'honneur des dieux. Aussi, on va s'en servir comme point de vue pour voir si on est en train de se faire envahir par l'ennemi. Donc, pour voir loin, on va monter sur la colline et avoir une meilleure vue. Autour de cette acropole-là, qui est un peu au centre de la ville, va se développer une agglomération urbaine. Là où les gens vivent, les places publiques vont être autour, les quartiers des maisons, les habitations vont pulluler autour. Enfin, en périphérie de cette agglomération urbaine, on a besoin d'une plaine fertile. Bref, on a besoin de terres agricoles. Donc, une cité-État va peut-être s'étendre sur quelques kilomètres, où à un moment donné, on va être en campagne, et ben là, on va cultiver, et c'est ensuite sur les places publiques, au marché, qu'on va venir écouler la nourriture. Vous avez ici une carte du monde grec. Jusqu'à maintenant, cette civilisation-là vit sa vinaigrette, se développe de façon à peu près normale. Vous voyez le bassin d'origine sur la carte qui est présentée ici en mauve de la civilisation grecque. Et là, on le situe par rapport au monde méditerranéen. Ce qui va être intéressant avec la civilisation grecque, c'est que c'est une civilisation qui, au courant de la période archaïque, va se lancer dans un grand mouvement de colonisation dans tout le monde méditerranéen. Donc, on ne restera pas simplement sur notre territoire, on va créer des colonies un petit peu partout dans le monde méditerranéen. Hein, si je recule un petit peu pour vous illustrer, vous avez le foyer d'origine ici, et tous les petits points que vous voyez sur la carte, que vous retrouvez dans le manuel, hein, autour de la mer Noire ici, bien sûr sur la côte turque, la côte sud de la Turquie, on s'en va dans le delta du Nil, dans le Cyrénaïque qui se trouve à être en Libye actuelle, en Sicile, dans le sud de l'Italie. Bref, tous ces petits points-là, ce sont des colonies grecques.
Donc, le fait majeur de la période archaïque, c'est que les Grecs vont sortir de chez eux. Ils resteront plus dans leur petit terrain. Ils vont partir à la conquête de la Méditerranée. Euh, Ce grand mouvement de colonisation-là, il va avoir de l'impact. Il va avoir de l'impact. Pourquoi? Ben, un mouvement de colonisation de cette ampleur-là, on n'en a pas vu jusqu'alors dans le monde méditerranéen, durant l'Antiquité. Et ça va avoir essentiellement deux grandes conséquences qui font en sorte qu'on peut commencer déjà à considérer la civilisation grecque un peu à part des autres civilisations dont on a parlé précédemment, la Mésopotamie, l'Égypte, la Crète, la Phénicie. D'abord, le fait que durant la période archaïque, on ait un grand mouvement de colonisation, ça fera en sorte qu'il y aura une diffusion de la culture grecque dans le monde méditerranéen. La culture ne sera pas confinée à la péninsule grecque. Les Grecs vont avoir une influence en Sicile, dans le nord de l'Afrique, en Égypte, sur la côte turque, bref, même des colonies aussi loin qu'en Espagne ou dans le sud de la France. Bref, c'est une culture qui s'exporte. Et qu'est-ce qu'on fait quand on crée des colonies? Ben, on recrée ce qu'on connaît. On va recréer des villes grecques. On va essayer de trouver un acropole. On va essayer de se construire des quartiers autour et d'avoir une plaine fertile. Donc, on va recréer des cités-États. On va recréer ce qu'on connaît déjà. On va parler notre langue, mais à des centaines de kilomètres du foyer d'origine de la civilisation grecque. Bref, il va y avoir une grande diffusion, une grande influence de la culture grecque dans l'ensemble du monde méditerranéen, ce qui n'est, par exemple, pas le cas de l'Égypte, qui va être une civilisation essentiellement repliée sur elle-même. La deuxième conséquence, va un petit peu avec la première. Comme on a des colonies qui pullulent, qui poussent un petit peu partout dans le monde méditerranéen, euh, il va y avoir une intensification du commerce qui va découler de cette colonisation grecque du monde méditerranéen. Les colonies vont vouloir faire affaire avec la métropole, c'est-à-dire le territoire d'origine grecque. On va s'échanger des produits, on va avoir accès à des nouveaux produits qu'on ne retrouvait pas en Grèce continentale d'origine, mais qu'on trouve dans les territoires où sont établies les colonies, de sorte que le commerce va s'intensifier. Les bateaux vont circuler allègrement, ils le faisaient déjà, mais ça va être encore plus important sur la mer Méditerranée. Et à un moment donné, de troquer ces denrées-là, ça va devenir un petit peu complexe, ça prend de l'espace, c'est difficile à traîner, de sorte que, ben, on va inventer quelque chose d'ingénieux, la monnaie. Hein, donc, on va battre sur une pièce de métal précieux, or ou argent le plus souvent, cuivre à un moment donné, euh, une image, une effigie, et on va lui attribuer une valeur symbolique. Et en fonction de ça, on va s'échanger ces pièces-là. Ça va être plus facile. Hein? C'est moins lourd que de traîner des carafes d'huile d'olive. Et ben, ça fera en sorte que nos Grecs vont développer un système économique assez complexe et qui va rejaillir sur le reste du monde méditerranéen parce qu'ils vont avoir des interactions avec ben, des peuples qui ne sont pas nécessairement du bassin grec. Donc, je vous dirais que essentiellement, en ce qui a trait à la Grèce archaïque, on est dans ce genre de conséquences. Ce sont les faits marquants pardon, de l'histoire de la période archaïque en Grèce. Maintenant, dans une prochaine capsule, j'aurai le plaisir de vous parler de ce qui va se passer durant la période classique de l'histoire grecque.